En juin 2020, vous vous lancez sur les traces de Montaigne qui avait en 1580 relié Bordeaux à Rome à cheval, guidé alors par l'idée que rien de noble ne se fait sans hasard. Avec votre jument nommé Destinata, vous parcourez 2500 km en 5 mois, en passant par le Périgord, la Champagne, la Bavière ou encore la Toscane, dépassant à chaque fois votre peur du vertige en montagne. L'occasion de renouer avec certains thèmes chers à Montaigne, comme la relation entre l'homme et l'animal, l'art du dépouillement ou encore la diversité des cultures. Et ce périple, vous le racontez dans un livre intitulé Notre vagabonde liberté, qui sera publié un an plus tard. Ah, tu y pensais depuis longtemps? Non, pas du tout, mais c'est précisément en sortant de mon voyage sur l'intelligence artificielle où j'avais fait un long tour du monde pour interroger les chercheurs, investisseurs, entrepreneurs, activistes, etc. autour de cette nouvelle technologie que je me suis dit que j'avais envie de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas planifiable, qui laisse toute sa part au hasard et qui est vraiment fondé sur, j'allais presque dire, la fraternité humaine, parce que quand on est à cheval dans la campagne, on a toujours besoin de quelqu'un ou de quelque chose, ne serait-ce que pour trouver un gîte le soir, un prêt pour la jument, du grain et puis un canapé pour soi-même. Tu savais monter à cheval avant de partir ou... Alors, je savais monter à cheval, mais en fait, j'ai dû désapprendre parce que je montais à cheval, disons, en manège quand j'étais adolescent. Mais pour faire ce genre de périple, il faut monter rêne longue, là on le voit, à la voie quasiment. Et il faut surtout savoir s'occuper de son cheval. Donc j'ai appris à faire de la maréchalerie pour changer les fers, de la bourrellerie pour recoudre les rênes, des soins vétos pour faire des piqûres intramusculaires, la cartographie, choisir le matériel aussi. Et l'idée, c'était vraiment de, comme on le disait, que rien de noble ne se fait sans hasard, donc de laisser la place à l'aléa. Et le voyage à cheval réintroduit de l'aventure tout près de chez soi, parce que rien n'est fait pour le cheval dans notre société. Et donc, il fait un peu dérailler toutes nos habitudes et il permet aux gens de s'ouvrir complètement. Et j'ai été reçu chez l'habitant tout au long de mon voyage. J'ai rarement dormi dans ma tente. Et c'est une expérience de la solidarité humaine, de ce que David Graeber appelle le communisme de tous les jours, du fait que quand il y a un être humain dans le besoin, globalement, on va l'aider, qui m'a rendu très optimiste. Tout l'inverse en fait du voyage sur l'intelligence artificielle qui m'a quand même un peu effrayé. Et là, j'en suis ressorti très confiant en fait dans l'humanité que j'ai rencontrée, que ce soit en France, en Allemagne ou en Italie. Moins en Italie d'ailleurs. C'est ce voyage, justement, à cheval, qui t'a donné envie de te lancer en politique. Stéphanie va nous raconter l'histoire. Oui, en 2021, vous lancez votre mouvement baptisé Simple, votre cheval de bataille. Cette fois, c'est la simplification des lois et la fin de l'oppression bureaucratique. Le 8 janvier 2022, 3 mois avant l'élection présidentielle, vous annoncez votre candidature. Au cœur de votre programme, la lutte contre l'excès de normes. Vous voulez les diviser par 100. Vous voulez aussi redonner du pouvoir aux communes, effacer 50 milliards d'impôts et 50 milliards d'euros d'aide publique. Au soir du 4 mars, vous obtenez 107 parrainages sur les 500 nécessaires. Vous jetez l'éponge et retirez de fait votre candidature. Moins de normes, c'est ça, être libéral? Alors d'abord, ce n'est pas de normes, c'est des normes qui sont au bon niveau. D'ailleurs, Montaigne disait lui-même, les lois les plus justes sont les lois les plus simples. Et c'est vraiment quelque chose qui est ressorti du voyage à cheval parce que c'est ce que j'entendais beaucoup chez les Français, le soir, au coin du feu, si je puis dire. Ce n'est pas une question que posent les sondeurs, ce n'est pas une question qui intéresse beaucoup les politiques, mais c'est quelque chose qui étouffe les gens. Et ce, à travers toutes les catégories socio-professionnelles. Et je ne pense pas que ce soit une question de paperasse, je ne pense pas que ce soit une question... Il faut avoir, disons, un certain courage pour aborder ce thème, parce que tout de suite, on est pris pour un poujadiste bas de gamme, alors que je pense que c'est une question de liberté fondamentale. Le même David Graeber que je citais a écrit un livre il s'appelle « L'Empire des règles », où il dénonce la bureaucratisation de nos existences à l'époque moderne, et ça vient tout autant du secteur public que du secteur privé. Ce n'est pas une bataille contre l'administration, c'est une bataille contre ce rapport de pouvoir, au fond, du centre à la périphérie, qui gouverne par injonction et par une norme millimétrée, qui ne fait pas confiance à l'individu ou à la commune ou à l'entreprise, bref, au plus petit échelon, et qui essaye de guider son comportement pour, évidemment, son propre bien. C'est la société du nudge. Et le management par le contrôle, en fait. C'est-à-dire, oui, au lieu de laisser une forme d'inspiration, de vision, et même de simplement amener
du leadership parce qu'il en faut souvent. Ça va être une volonté de contrôle millimétré de différentes choses, Oui, au lieu de laisser le bon sens en action sur le terrain. et voilà, et ça s'applique parfaitement à l'entreprise. Et l'idée, c'est d'arriver à une norme responsabilisante, c'est-à-dire qu'au sein d'un périmètre, on crée institutionnellement les conditions pour que les gens sur le terrain adaptent cette norme à leur réalité et se concertent entre eux pour en faire l'usage le plus intelligent. Et ça paraît abstrait, mais ensuite on l'a décliné. Donc il y a la question normative proprement dite qui est, bon, il y a 500 000 normes en France, comment on fait pour... 500 000. Voilà, comment on fait pour... Et puis chaque norme, c'est un texte entier. Hein. Comment on fait pour détricoter tout ça? Et je ne suis pas le premier, évidemment, à aborder le thème. Le Conseil d'État fait un rapport tous les 5 ans en disant que c'est plus possible. C'est en train de démonter l'état de droit. Ça crée des injustices très fortes, puisqu'évidemment, c'est ceux qui sont insiders au centre du système qui savent soit s'en accommoder, soit même en tirer profit. Et c'est ceux qui sont, ceux que j'ai rencontrés en France, qui sont loin des centres de pouvoir et d'information, qui subissent le mur normatif dans la figure et qui, au fond, prennent la tangente et qui vivent dans les interstices du système, qui, du coup, contestent un État qu'ils considèrent abusif et qui finissent, évidemment, par voter pour ceux qui veulent le mettre à bas ou le renverser d'une manière ou d'une autre. Enfin, les choses sont assez... Sur la question de l'état de droit, c'est une question fondamentale. Mais à partir de là, on peut tirer toutes sortes de choses sur toutes les politiques publiques. Par rapport aux aides sociales, passer à un revenu universel, on ne pose pas de questions, on donne de manière inconditionnelle de quoi vivre et survivre dans une société. Sur le plan de l'organisation du territoire, ça génère des politiques telles que l'autonomie locale, le fait de la subsidiarité ascendante, le fait de donner au plus petit échelon le pouvoir de choisir ses compétences et de lui donner les responsabilités afférentes. Sur le plan même de l'entreprise ou de la pratique de l'entreprise, ça plaide évidemment pour laisser beaucoup plus d'autonomie à la personne qui est au front, en face du client, au bout de la ligne. Donc ça se décline un peu sur tous les domaines et la simplicité même de manière encore plus générale est un très beau thème. C'est aussi dans le prolongement du dépouillement que tu évoquais par rapport à Montaigne. Comment vivre simplement, comment simplifier y compris les concepts philosophiques. Comment, en tant que société, réapprendre à se regarder les yeux dans les yeux.